Bienvenue dans ces nouveaux décryptages. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet vraiment fascinant et surtout hyper actuel, l'industrie de la formation au bien-être et plus particulièrement les écoles de naturopathie. On a tous entendu parler de cette fameuse quête de sens, de cette vision très romancée de tout quitter pour devenir praticien dépendant. C'est clair que l'envie d'accompagner les autres est magnifique. Mais comme on va le voir, il y a un piège redoutable qui se cache derrière cette belle promesse de reconversion. Bref, entrons directement dans le vif du sujet avec le point de départ de cette enquête. Combien exercent encore 3 ans après? Voilà, c'est exactement la question centrale qui va guider toute notre réflexion. Ça a l'air tout simple comme ça, c'est super concret. Et pourtant, c'est précisément la question que beaucoup d'écoles de formation refusent de traiter, ou qu'elles évitent, disons très soigneusement. C'est un peu le grand mystère de cette industrie, et en fait c'est la racine même du problème. C'est quand même fou quand on y pense. Des futurs étudiants s'apprêtent à faire des chèques de plusieurs milliers d'euros pour financer leur nouvelle vie. Ils s'engagent financièrement, ils s'investissent personnellement, et tout ça sans jamais avoir accès à l'unique métrique qui compte vraiment pour évaluer si leur futur métier est viable. Normalement, n'importe quelle institution sérieuse devrait fournir cette statistique d'office. Ce silence, eh bien, il est pour le moins assourdissant. Du coup, première étape de notre analyse, le chiffre manquant. C'est vraiment l'angle mort de tout ce secteur. Alors quelles sont les données que ces institutions adorent mettre en avant? Eh bien c'est simple, combien d'élèves ont adoré la formation, combien ont trouvé les cours passionnants ou tout simplement combien ont obtenu leur bout de papier. On voit fleurir des tonnes de témoignages pris à chaud juste à la sortie des examens avec un enthousiasme super contagieux. Et c'est génial pour l'expérience étudiante, aucun doute là-dessus. Mais soyons clairs, ça reste purement émotionnel. Ça masque totalement le vide sidéral de données sur la survie économique à long terme. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, le mythe du certificat. Spoiler alerte, ce n'est absolument pas une garantie de réussite. Il y a vraiment un gouffre entre ces deux concepts. D'un côté, on a le taux de satisfaction. C'est l'épanouissement personnel, la découverte incroyable du corps humain ou de la nutrition, bref, du pur développement personnel. De l'autre côté, on a le taux de réussite professionnelle, et là, on parle de la vraie vie. Gagner de l'argent, trouver des clients réguliers, payer ses factures et tenir bon après 3 ans. Le truc qu'il faut vraiment retenir ici, c'est qu'il est tout à fait possible d'avoir son certificat avec mention très bien et de ne jamais réussir à en vivre. Et pour faire signer les candidats, le marketing joue à fond sur la corde sensible. On vend des promesses totalement idéalisées. Devenir libre, travailler à son rythme, vivre de sa passion, changer de vie, aider les autres. L'envie est super légitime bien sûr, mais ça devient vraiment limite quand c'est exploité juste pour faire du chiffre. On vend un rêve de reconversion, mais on ne prépare pas du tout la personne à la réalité du terrain. On confond complètement la passion et la professionnalisation. Passons maintenant à la troisième partie, la réalité de l'indépendance, le fameux moment où l'on passe à l'acte. Parce qu'une fois les confettis retombés, bienvenue dans la mécanique implacable de l'entrepreneuriat. Créer une activité, ce n'est pas juste ouvrir un joli compte Instagram et attendre que le téléphone sonne. C'est un travail de titan. Il faut trouver des clients, se rendre visible, construire une offre qui tienne la route, assumer ses prix sans trembler de la voix et surtout, durer dans le temps. Un certificat, ça ne fait pas apparaître des clients par magie. Si on n'a pas une vraie posture de chef d'entreprise, c'est impossible de survivre. Et juste pour mettre ça en perspective, avec des chiffres concrets, 39%. Selon les données officielles de l'INSEE, parmi les micro-entrepreneurs qui lancent réellement leur boîte en France, seuls 39% sont encore là après 5 ans. Alors oui, ça concerne tous les secteurs, pas seulement la naturopathie, mais ça prouve mathématiquement à quel point monter et garder une activité indépendante, c'est un véritable parcours du combattant. Et l'histoire devient encore plus complexe quand on regarde le cadre légal. La naturopathie, c'est un secteur non réglementé. Il n'y a pas de diplôme d'État officiel. Dans ce genre de contexte, l'éthique et la transparence devraient être des priorités absolues pour protéger les gens. Mais en réalité, la répression des fraudes a déjà épinglé pas mal de pratiques trompeuses. On parle de photos d'installation qui frôlent les 98% ou carrément de certifications inventées de toutes pièces. Quand la loi est floue, les abus marketing s'en donnent malheureusement à cœur joie. C'est ce qui nous mène à notre quatrième partie, le piège de la surformation. C'est un véritable cycle du doute. Face à ce mur de l'entrepreneuriat, il y a une spirale infernale qui se met souvent en place. Étape 1, on décroche son fameux certificat initial. Étape 2, on se frotte au marché, on se rend compte qu'on n'a aucune préparation commerciale, et là, bam, le syndrome de l'imposteur frappe fort. On se sent illégitime. Donc, étape 3, plutôt que de lancer son activité, on retourne se cacher dans la posture ultra rassurante de l'étudiant. On rachète une formation en réflexologie, en sophrologie, et on arrive à l'étape 4, le bureau est tapissé de diplômes, mais il n'y a toujours aucun client. Le vrai blocage n'est pas technique, c'est un pur manque d'incarnation professionnelle. Cinquième partie de ce décryptage, la responsabilité partagée. Il est grand temps d'avoir une vraie prise de conscience de tous les côtés.
Il faut bien comprendre qu'il y a un univers de différence entre transmettre des savoirs et former un professionnel. Expliquer comment marche l'anatomie ou la nutrition, c'est super. Mais former un pro, c'est parler de stratégie commerciale, de concurrence, de cadre légal, du rapport complexe à la vente et même de la solitude de l'entrepreneur. Si une école vend une formation comme une voie professionnelle, elle se doit d'assumer cette responsabilité jusqu'au bout, pas s'arrêter à la théorie. Mais attention, les futurs praticiens doivent aussi faire leur part et sortir de leur naïveté. Vouloir gagner sa vie et penser à son modèle économique, ça ne doit plus être un tabou. Exiger un revenu digne, ce n'est en rien trahir sa vocation humaine. Au contraire, c'est la condition absolue pour survivre professionnellement. Un thérapeute qui fait faillite, il n'est pas plus éthique, il est juste stressé et incapable d'aider qui que ce soit sur le long terme. L'absence d'un modèle économique solide détruit tout simplement les vocations. Et on arrive à notre 6e et dernière partie, les questions à poser. Voici une vraie boîte à outils à utiliser impérativement avant toute inscription. C'est le moment d'être exigeant, voire carrément intransigeant avec les écoles. Il faut y aller avec ce tir de barrage de questions. Combien de vos élèves se sont réellement installés dans les 12 mois? Combien exercent encore après 3 ans? Et surtout, combien en vivent principalement? Est-ce qu'on peut vérifier votre enquête sur les anciens élèves? Enseignez-vous concrètement la stratégie d'installation? Poser ces questions frontales, ce n'est pas être agressif, c'est exiger des résultats. C'est, dès le premier jour, adopter l'attitude d'un vrai professionnel, et non plus d'un simple élève admiratif. Et pour conclure, cette pensée directe remet totalement les pendules à l'heure. Un certificat ne crée pas une patientèle. La professionnalisation, elle ne s'achève pas au moment où l'on reçoit son diplôme. En fait, elle commence exactement à cette seconde précise, lorsqu'il faut donner vie à ce savoir sur un marché ultra concurrentiel. Il faut impérativement gratter sous le vernis des brochures séduisantes et exiger une transparence totale. La grande question avec laquelle on repart aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-on vraiment prêt à affronter la réalité crue bien au-delà de la simple passion?